Bonjour et bonsoir, chers frères et sœurs. C'est votre Mpangi, Kinkela Amazulu, et je reviens à vous pour une de nos rendez-vous. Aujourd'hui, toujours sur le siège, disons, sur la radio du mouvement MANA, mouvement anti-nazi africain, en collaboration avec les groupes Congolais Support, les Congo Support Group de l'Angleterre. Nous allons continuer sur la discussion de la semaine dernière. Je remercie toutes les personnes qui m'ont contacté et j'accepte les critiques qui ont été apportées et tout comme les compliments. Pour autant, je pense que si d'une manière les compliments nous élogent et nous donnent de l'énergie pour continuer à aller de l'avant, les critiques, je ne les prends pas du tout pour négatives, du moment où ils permettent d'ajuster un peu la direction de nos réflexions, de nos propositions, et nous faire prendre aussi conscience peut-être des choses que nous n'avons pas pu prendre en considération, tout comme apporter des éléments édificateurs, c'est-à-dire des éléments en plus esquiser la tautologie. Alors, aujourd'hui, je retourne sur les sujets de la fois dernière pour continuer. En fait, la dernière, j'ai insisté sur les contrôles territoriaux et je vais y retourner ici avant de me lancer dans d'autres définitions. Il est important de comprendre ici la notion de la richesse que j'ai commencé à expliquer la fois dernière. Je vais essayer ici disons, un discours plutôt philosophique, ok, dans l'énonciation de la pensée déontologique. Je vais essayer un peu de cadrer les termes parce que quand nous parlons de la richesse et de la pauvreté, ou disons de la richesse et de la non-richesse. Parce que la pauvreté est une présence. La pauvreté, ce n'est pas un vide. La pauvreté, ce n'est pas un manque. La pauvreté, c'est la présence d'une connaissance ou d'un bagage inutile. Ok? Et la richesse est la présence d'un bagage de connaissances, d'un instrument qui est utile. En fait, dans la pauvreté, il n'y a pas les manques, il y a l'inutilité. Okay? Cette inutilité peut être d'ordre physique, c'est-à-dire on peut avoir des biens, on peut avoir des choses dont on ne sait pas utiliser, c'est quand même une pauvreté. Dans les pauvretés, on ne parle pas de manque absolu parce que le manque absolu du point de vue de la thermodynamique ne peut absolument pas exister. Mais nous allons rentrer dans l'énoncé philosophique en nous appuyant sur des faits scientifiques pour être plus clair. Alors, ce message est envoyé en première ligne pour commencer aux Africains, à mes frères et sœurs africains, pour des raisons bien déterminées. La raison de ces discours est que je suis convaincu, et mes recherches me les confirment, que nous sommes en train de perdre non les territoires, mais non le contrôle du territoire, le territoire africain lui-même. Alors, pour parler de l'Afrique, il faut avoir le contrôle territorial. Tout comme quand on parle de l'Occident, ils ont le contrôle territorial, ok? Les Européens les Occidentaux font de l'immigration un programme parce qu'ils ne veulent pas perdre le contrôle de leur territoire. Chose que chez les Africains, généralement, n'apparaît pas. Il n'y a pas conscience du contrôle du territoire. Le contrôle du territoire est un élément très important quand nous faisons une analyse historique. Vous devez comprendre, nous devrions comprendre que les guerres qui ont secoué le monde peut-être même avant, mais je vais parler ici d'une période qui va entre le 12e et le 18e siècle, avaient affaire avec la terre, le contrôle de la terre. Ok? Les gens sont morts pour défendre la terre. Les gens sont morts pour vouloir prendre la terre des autres. Ok? Mais pourquoi c'est là? Parce que la terre confère l'identité. La terre confère la richesse.
Mais cette richesse, pour qu'elle soit effective, doit être connue, d'où la notion de la pauvreté, c'est-à-dire dans la pauvreté qui n'est pas une absence. Mais quand on est en présence d'une connaissance, quand on est en présence de biens dont on ne connaît pas l'utilité ou dont on n'est pas capable de réaliser l'utilité, on est quand même pauvre. C'est ça la pauvreté noire, c'est ça la pauvreté africaine. C'est une pauvreté des faits, c'est une pauvreté d'ignorance, ce n'est pas une pauvreté matérielle. Pourquoi cela? À l'Africain ne manque absolument rien, mais l'Africain a été éduqué, déséduqué, déconditionné et reconditionné de manière à ne pas être capable de réaliser son territoire. Et nous avons grandi, moi aussi j'ai grandi en Afrique, nous avons, à l'école où nous avons été envoyés, nous avons étudié la géographie, l'histoire étrangère. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui est né au Congo, il ne sait pas se faire une idée géographique de son quartier. Il ne sait pas quelles sont les avenirs qui sont au nord, qui sont au sud, à l'est, sur l'ouest. Il ne sait pas combien de rivières a-t-il dans son secteur. Quel genre de terre il vit-il. C'est une terre d'agriculture, une terre de cultivation, une terre stérile, est une terre cultivable. Il n'y a quelle capacité de culture cette terre peut supporter. Il n'y a aucune énoncé. Alors, il s'est fait que l'Africain vit sur un territoire pour lequel il ne connaît pas. Il est maître d'une recherche qu'il ne sait même pas réaliser. Et cela fait de lui un pauvre. C'est une pauvreté de fait. Ce que j'ai défini, une pauvreté d'ignorance et pas du tout une pauvreté matérielle. Rentrons dans l'énoncé de la richesse pour être encore un peu plus clair. Aujourd'hui, dans la conception ou dans la pensée disons, afro-européenne, parce que c'est qu'on est devenu des hybrides européens, la richesse est vue comme l'Occident ou comme l'étranger. Il faut aller à l'étranger pour trouver meilleure vie. Essayons un peu de rentrer dans ce déterminisme pour comprendre pourquoi on parle de l'étranger pour trouver une meilleure vie. Jadis, dans le temps, la vie était basée sur l'agriculture et l'élevage, qui sont les vrais facteurs de la vie, c'est-à-dire les vrais facteurs de la richesse. C'est quoi une richesse? La richesse, c'est ce qui permet à un déterminant groupe de pouvoir survivre, vivre. Ok? La richesse, c'est ce qui te permet de pouvoir manger, de pouvoir répondre à tes besoins alimentaires, à pouvoir répondre à tes besoins secondaires, comme par exemple la possibilité de trouver des matériels pour se construire une maison, la capacité de trouver des matériels pour se faire des habits, la capacité de pouvoir trouver des matériels pour faire des médicaments, la capacité de pouvoir étudier, parce que quand on parle de l'éducation ou l'étude signifie comprendre son territoire. On étudie par rapport à ce territoire. Apprendre, l'étudier, l'éducation, c'est à être capable de transformer son propre territoire et non un territoire lointain. Là, ce n'est pas de l'éducation, c'est de la contre-éducation. C'est pour dire que c'est comme si envoyer des guerriers en guerre et leur donner des fleurs. Vous vous rendez compte des conséquences. Avoir été éduqué avec un système pour lequel on a été appris à comprendre un monde lointain, et sur les 100% des personnes qui ont étudié ces mondes lointains, seulement l'1% pourra avoir la possibilité d'aller effectivement connaître ce territoire. Les autres sont condamnés à ne jamais les connaître, donc à une pauvreté. La pauvreté ici, des faits, une pauvreté d'ignorance est fournie par les systèmes d'instruction. Il est fourni par les systèmes d'éducation qui ne fournit pas à la personne locale les ressources locales, les connaissances locales, les compétences locales, les facultés locales pour permettre un épanouissement, une compréhension directe et donc mettre la personne de la possibilité de transformer ces mêmes territoires pour permettre à l'émancipation de la vie, l'émancipation des facultés. Or, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé en Afrique? Nous avons étudié l'Occident. Et nous qui avons étudié l'Occident, moins de 5%, je dirais l'1-2% de nous arrivent à aller en Occident. Tous les autres qui sont restés en Afrique, nous parlons du 98%, 95%, ok? Qui ne sont pas dotés de connaissances locales,
capable de leur permettre de transformer l'environnement local, l'épanouir, la transformer pour permettre un épanouissement économique, social, démographique, culturel et religieux. Qu'est-ce qui se passe à ce point-là? Nous avons un grand facteur de pauvreté, mais une pauvreté de fait, une pauvreté d'ignorance. Une pauvreté née d'une manipulation, je dirais ici, d'une pauvreté née d'un complot. Alors, je disais, pour retourner, faire quelques pas en arrière, dans le temps, on s'est déplacé par rapport à la richesse. Et les richesses dont les gens recherchaient quand on s'est déplacé étaient les instruments ou les biens qui permettent, les biens, les instruments, tout comme les conditions qui permettent d'avoir une vie. Et donc, on pensait à la fertilité de la terre. On pensait à la présence d'un cours d'eau. On pensait à la présence d'un terrain fertile. Alors, parce que c'est là les éléments qui permettent l'émancipation de la vie. Et donc, vous vous rendez compte ici, en examinant selon des données objectives internationales, l'Afrique est un des continents les plus riches du monde. Pour ne pas dire que les autres ne sont pas riches, mais si nous voulons parler de la richesse en termes de la soutenabilité de la vie, l'Afrique est dans les premiers rangs. Cependant, aujourd'hui, l'Afrique est traitée comme le tiers-monde, un monde pauvre. Comment voulez-vous qu'il y ait un monde qui fournit les biens même qui, pour pouvoir parler de la richesse en termes de la soutenabilité de la vie, soit désigné comme un pays, un continent pauvre? Cela est seulement le résultat d'un détournement de perception. Parlons de l'Occident, qui est défini aujourd'hui un monde riche. Tout ce qui est aujourd'hui en Occident vient de l'Afrique. Je suis dans mon bureau. Les bois pour lesquels les meubles ont été faits, sûrement sont venus de l'Afrique. Les téléphones, même sur les portables, les computers sur lesquels je suis en train de travailler, les matériels premiers ont été fournis, viennent de l'Afrique. Les téléphones que j'ai à mon côté, les instruments viennent de l'Afrique. La télévision au salon aujourd'hui, ceci vaut pour tout le monde. Nous avons ici un central de transformation des matières premières. En Europe aujourd'hui, là où je vis, on ne peut rien planter parce que toutes les routes sont macadamisées. On appelle ça être riche. Il y a des buildings à béton armé. Pour trouver un espace où l'on peut planter des tomates, il faut marcher par des kilomètres. Et ceci est défini riche. Il y a un problème. Nous devons à ce point ici redéfinir c'est quoi la richesse. La richesse est toujours par rapport à la soutenabilité de la vie. Aujourd'hui en Occident, si pour quelque raison l'électricité venait à manquer, pendant plus d'une semaine, il y aura des morts. Pourquoi la vie ne serait plus soutenable? Pourquoi? Parce que les supermarchés ne pourront tout simplement pas ouvrir leurs bâtons chaque matin. Si aujourd'hui les denrées alimentaires venaient à manquer sur les étagères des supermarchés, c'est la catastrophe. Cependant, on l'a défini riche. Et d'où tous les matériaux de construction qui sont acheminés ici proviennent et définis pauvres. Là, nous avons un grand problème. Nous devons savoir nous positionner. Ce problème n'est pas un problème occidental. Les Occidentaux savent très bien que l'Afrique est un continent riche. D'autant plus que chaque avion qui atterrisse aujourd'hui dans toutes les capitales de l'Afrique, c'est toujours plein des étrangers qui viennent y vivre à vie. Parce qu'ils connaissent que pour pouvoir soutenir la vie dans un terme long, il n'y a que l'Afrique qui donne les capacités, qui donne tous les éléments naturels pour le faire. La pauvreté, ce n'est pas de l'Afrique, c'est l'Africain. Pourquoi l'Africain a été détourné? L'Africain vit dans une situation où il est dans une prison mentale. Il a perdu
les chaînes aux mains et aux pieds, mais il les a à la tête. Parce qu'il a été mis dans les conditions par détournement de l'éducation. Et par l'éducation, je parle de tout. J'y mets aussi la religion. À ne plus comprendre son environnement. À ne plus savoir la réaliser. C'est ainsi donc cette manœuvre a porté à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Le climat politique est le plus tendu en Afrique. En République démocratique du Congo, les famigérants Kabila a pris en otage le peuple. Et cela, ce n'est pas seulement le cas de la République démocratique du Congo. C'est le cas du Congo d'Iamfoua, le Congo à côté. C'est le cas de Ouattara. C'est le cas de beaucoup de pays en Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, commençons par définir c'est quoi un gouvernement et quel besoin a-t-il le peuple, pourquoi le peuple a besoin d'un gouvernement. Le gouvernement, c'est ce qui gouverne le mental. Or, le peuple n'a pas besoin d'être gouverné parce que ce sont les moutons qui ont besoin d'être gouvernés. Les moutons ont une intelligence inférieure. Vous vous rendez compte qu'il serait même difficile de gouverner des chiens. Vous devez collaborer avec. Vous ne pouvez pas, en aucun cas, obliger des chiens à suivre un seul chien parce que un seul chien que vous avez sous votre contrôle. Vous devez collaborer avec les animaux si vous voulez qu'ils fassent ce qu'ils veuillent. Donc, il n'y a pas possibilité de gouverner. Même les lions qu'on voit faire des sauts dans les cercles de feu, dans le cirque, il y a une collaboration. On ne peut pas les gouverner. Cependant, avec les moutons, si les moutons sont gouvernables en réalité, parce que les moutons sont des hybrides. Alors, ceci dit, procédons de l'avant. Le peuple n'a pas besoin d'être gouverné, le peuple n'a pas besoin d'un gouvernement. Le peuple a besoin des représentants. Ici, je vais vous demander, pour plus une compréhension profonde, de lire le livre vert du fait colonel Kadhafi, où il a énoncé les principes même de l'organisation communautaire. Alors ici, nous devons introduire un paramètre nouveau et exclure un ancien. C'est celui de la gouvernabilité. Nous n'avons pas besoin de gouvernement, nous avons besoin des organes de représentation de la communauté. C'est ici que je demande au peuple congolais, au peuple de l'Afrique, de passer dans une phase où ils doivent se réapproprier du territoire, de laisser tomber la famigérante lutte infinie derrière la politique. La politique est une distraction et n'est là que pour accomplir un passage très simple, distraire le peuple pendant que les mêmes représentants qui se sont auto-déclarés responsables ou propriétaires territoriaux sont en train de vendre le pays. Ici, chers frères et sœurs, je vais introduire une petite parenthèse. C'est celui de la guerre. La guerre des conquêtes territoriales dans le temps, je vais dire au XVe siècle, XVIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, cela a été fait de manière militaire. On envahissait un territoire, on réduisait en esclavage les hommes, disons en esclavage les enfants et les femmes, et les hommes, les militaires étaient tués. Aujourd'hui, cela ne se fait pratiquement plus parce qu'il y a un instrument capable de faire beaucoup plus de dégâts qu'une guerre militaire avec des coûts très peu élevés. C'est la finance. La finance avec l'instrument de l'argent, comme nous l'avons vu arriver en Italie et en Grèce, est à même de détruire un pays, de mener une véritable guerre à un pays, à détruire son tissu économique, social et industriel pour enfin s'en accaparer. D'autant plus qu'il ne vaut plus rien. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous devons réfléchir sur un mécanisme.
Et je parle même à ces politiciens, soi-disant politiciens africains, qui sont en train de défendre les pays. Le système financier va bras dessous, va dessous avec le système bancaire et économique. Et les systèmes financiers, économiques, représentés par les multinationales et les banques, sont en juxtaposition. Ils impriment de l'argent, des dollars, des euros, des sterling, qu'ils vous donnent pour acheter votre propre territoire. Mais cependant, vous n'avez pas de banque, vous n'émettez pas d'argent. Cet argent qu'ils vous ont donné doit être déposé dans les banques qui leur appartiennent, c'est-à-dire, comme par un tour de magie, on vous donne de l'argent qu'ils se reprennent, parce qu'après cet argent est versé dans les banques. Oui, quelqu'un dirait, écoute, vous avez accès quand même à ces papiers, mais vous devez apprendre les principes de la réserve fractionnaire bancaire. À chaque fois que vous versez de l'argent en banque, par exemple, vous versez 100 $, la réserve fractionnaire veut que, en ce moment même, la banque est capable de prêter entre 1000 euros. 900 euros, 100 euros que vous avez versés physiquement et 900 euros qui apparaît comme par magie. Ok? Ces 900 euros va encore être prêtés et depuis encore. Mais pas seulement cela. Chaque fois que vous retirez l'argent de votre compte bancaire, vous générez l'inflation. Ok? Mais pas seulement. Vous générez aussi les soi-disant dettes publiques. Pourquoi la dette publique? Parce que généralement, dans les temps, l'argent était lié à l'or. C'est-à-dire, pour 1000 $, il y avait 1000 quantités d'or. Disons, une certaine quantité d'or équivalent en 1000 $. Aujourd'hui, quand vous allez prêter de l'argent en banque, reprendre de l'argent, parce que, comme j'ai dit, la banque vous vend votre terre à 10 000 $, à 100 000 $, ok? Mais ces 100 000 $ n'existent pas réellement. La seule chose qui existe, c'est la terre, parce que la monnaie qu'on vous donne, les chiffres qui apparaissent sur votre compte bancaire, 1 million, 1 milliard, ne sont pas réels. Ils seraient réels dans la mesure où seulement il y avait de l'or comme contrepartie. Mais quand l'or n'existe pas, ces chiffres n'existent pas. Alors comment on fait pour les faire devenir réels? Alors on sous-entend comme s'il y avait de l'or. Mais comme l'or n'est pas là, alors il y a une dette. La dette de quoi? La dette de l'or. Vous allez emprunter de l'argent en banque, on vous donne 1000 $. Vous avez 1000 $ entre les mains. Mais par ces 1000 $ entre les mains, vous avez généré une dette horrifique. Et ces dettes tombent sur vous. Alors, vous prenez les 1000 $ pour lesquels une dette a été créée. Vous allez verser, parce que vous n'allez pas vous tenir ces 1000 $ ou 100 000 $ ou combien de dollars dans la maison. Vous allez les verser dans une banque. Okay? Admettons que c'est 100 000 $ que vous versez dans une banque. En ces moments-là même, 100 000 $, c'est trop pour l'exemple, disons 1000 $ que vous reversez dans une banque. Dans ces moments-là même, la banque est à même de générer une réserve fractionnaire de autres 90 000 $, de 9 000 $. Donc, on a 10 000 $. 10 000 $. Il y a 1 000 $ qui génère autre 9 000 $ pour avoir 10 000 $. Mais les 1000 $ du départ a été créé sur base d'une dette horrifique, une l'or qui n'est pas là, qui génère un 9 000 $ au-dessus, parti de rien. Donc on a une économie financière qui s'envole, qui vole très loin, mais il n'y a pas de contrepartie parce qu'une économie monétaire, la monnaie est un instrument qui est là pour faciliter les échanges des biens. Il doit y avoir des biens. Mais quand il n'y a pas de biens, que changeons-nous? Alors pourquoi on est dans une économie basée sur la spéculation? C'est comme si
au lieu d'avoir un animal que je vais vous vendre en échange, je ne sais pas moi, de votre sac d'arachide, maintenant, je vous vends un animal que peut-être que je chasserai demain. On ne sait pas, demain je pourrais tomber malade et ne plus y aller chasser. Mais vous les vends aujourd'hui comme vous me vendez votre sac d'arachide que vous n'avez même pas encore planté, vous n'avez même pas de terrain sur lequel les planter. On rentre dans une économie de spéculation. Mais qui perd dans cette économie de spéculation? Perd la personne qui repose sa confiance sur cette monnaie qui n'est pas réelle. Et donc, chers frères et sœurs, pour ne pas aller trop loin, nous sommes en train de vendre les territoires, nos soi-disant leaders que vous avez chez vous, de l'opposition et comme du parti au pouvoir, sont en train de vendre avec en échange des simples papiers, toute la terre. Donc, aujourd'hui, la conquête de l'Afrique ne se fait plus avec les armes. La conquête de l'Afrique se fait avec de l'argent, avec une monnaie qui n'est pas soutenue, avec une monnaie qui n'a pas de l'or comme contrepartie. C'est une monnaie chiffon. C'est comme si elle n'était pas réelle. C'est comme si elle était fausse. C'est pourquoi, et nous devons prendre conscience de cela, parce que nous allons plus tous en souffrir. La direction qu'aujourd'hui est en train de prendre l'Afrique est que nous nous retrouverons un peuple sans continent, parce que les droits fonciers sont en train de passer des mains. Et ces droits fonciers seront d'une manière ou d'une autre plaidés, c'est-à-dire seront plaidés au cours pour déterminer que nous avons perdu complètement les territoires. Certains frères et sœurs vont penser que je suis en train d'exagérer, mais été dit, regardez seulement les cas des Noirs aborigènes d'Australie, propriétaires de l'Australie. Aujourd'hui, ils n'ont aucun titre foncier. Tout comme les Indiens des États-Unis d'Amérique et du Canada qui ont perdu tout titre foncier sur leur terre. Eh bien, nous sommes les prochains sur la liste. À moins que nous nous réorganisons pour occuper physiquement les territoires. Nous devons nous organiser en communauté. Ceux qui m'écoutent, ceux qui sentent la présence de ces dangers qui est en train d'arriver à haute vitesse, doivent créer des comités communautaires pour discuter de l'autogestion et du boycottage des instruments du gouvernement et tout ce qu'ils proposent. Pour les Congolais, je dis qu'il ne faut même pas aller voter. Parce que nous allions nous retrouver au même point que nous avions été il y a quelques mois. Et je veux ici vous rappeler, au moins que vous l'aurez déjà oublié, qu'il y a eu des morts. Des gens ont perdu leur vie. Des centaines, des dizaines de personnes ont perdu leur vie. Eh bien, cette situation va se répéter encore à la fin de l'année. À moins que nous comprenions et devenions plus intelligents. Nous devons penser beaucoup plus rapide que les autres. Ceux qui essayent de nous vendre la peau. C'est-à-dire, nous devons organiser une révolution populaire pacifique qui passe à travers la prise de conscience de l'être congolais et africain et par conséquent d'être souverain sur son territoire. Ce n'est pas un policier qui va te déterminer si un Libanais a plus de valeur que toi dans ton pays, sur le territoire de tes ancêtres. Ce n'est pas un bourgmestre, un ministre, ou tout quand même un Kabila qui va déterminer si un Indien a plus de valeur sur la terre de tes ancêtres que toi. Pourquoi cela s'est produit? Parce que nous ne sommes pas conscients de notre territoire, nous ne sommes pas conscients de notre souveraineté. Et maintenant, nous sommes dans une phase où nous devons reprendre cette souveraineté. Et comment nous allons le faire? Par nous organiser communautairement,
s'organiser sur le territoire. Chaque quartier doit s'organiser à travers une fonction municipale, communautaire. Voter des représentants des communautés entre vous qui doivent s'occuper de garantir les besoins fondamentaux de la population, des membres de la communauté, en garantissant la nourriture et eau potable pour tous, les habitations pour tous, une instruction qui permette à l'individu de pouvoir connaître son territoire, de pouvoir maîtriser ce territoire et pouvoir prospérer. La quatrième, c'est les soins médicaux. La cinquième sont les vêtements. Moi, j'ajoute un sixième dont on parle des recherches scientifiques pour soutenir le développement en long et en court terme. Ce sont les choses dont nous avons besoin pour aller de l'avant et rien d'autre. Si nous nous attendons à une intervention étrangère, cette intervention étrangère arrivera. Mais cette intervention étrangère qui arrivera sera seulement pour nous arracher ce qui nous appartient. Parce que telle a été l'histoire du monde. Aujourd'hui, Kinshasa est plein des étrangers. Nous avons les Libanais, Pakistanais, les Chinois, qui se comportent en maîtres. Mais ce comportement est dû au fait que le Congolais lui-même n'est pas conscient de sa souveraineté. Il n'y a aucun Indien qui vous permettra de... Même si les ministres congolais allaient en Inde, ils ne pourraient pas se permettre de se jouer de la tête d'un Indien qui est conscient d'être chez lui. Cette force pourtant de l'Indien ne lui est pas conférée par son gouvernement en première ligne, il lui est conférée par une connaissance directe de son pays, de son histoire, et par la présence d'une communauté consciente d'être et de travailler pour le progrès. Et non, nous n'avons pas cet état des choses. Et ceci nous met dans une situation les plus vulnérables. Pourquoi il faut se prendre en charge et boycotter le gouvernement en place? Parce que c'est la seule voie de sortie que nous avions. Parce que, comme je l'ai dit, le titre de la précédente émission disait, le Congo est un malade qui est en train d'agoniser. Il est au coma entre la vie et la mort. Et que le Congo puisse renaître de ses cendres est une condition, est une décision qui nous revient. Mais cette décision passe à travers une prise de conscience communautaire. Je sais que avec tout ce que l'Afrique a connu aujourd'hui, l'Afrique est un grand centre psychique où, généralement, dans les communautés africaines, on ne s'en rend pas compte. On a beaucoup de problèmes, les gens ont beaucoup de problèmes d'ordre psychique et psychologique. Et ça, c'est vrai, c'est une réalité. Cependant, ayant vécu pendant longtemps dans cette situation, elle est devenue comme normale. Et donc, nous nous en rendions plus compte. Mais nous devons faire un effort pour ceux qui ont. C'est ceux qui se sentent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui les sent. Beaucoup d'entre nous pensent qu'ils sont très bien dans leur vie, dans leur petite vie. Ils se voient, ils se projettent dans leur individualité. Ils se sentent en sécurité. Ils ne comprennent pas qu'il y a une tempête qui est en train d'arriver, une tempête jaune qui est en train d'arriver. Et c'est une tempête qui va tout casser. Et ceux qui sont en mesure de sentir cette tempête doivent commencer à prendre des mesures. Et la tempête jaune en Afrique, pour ceux qui nous regardent, c'est la perte définitive du contrôle du territoire. Parce que nos politiques, nos gouvernements ont vendu, sont en train de vendre ce qui nous appartient. Pourquoi, comment, cela va faire l'objet d'une autre discussion. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais que nous réalisons cela. Et ceci fait, nous commençons à travailler d'arrache-pied. Ceux qui sont au pays, au Congo et en Afrique, vous devez prendre conscience de votre territoire
et réalisez que ce n'est pas à l'étranger que vous trouvez la vie. Ça, c'est complètement faux. La vie, vous l'avez en Afrique. Mais seulement, vous n'en êtes pas conscient. Vous devez organiser. Dans les fondements pour un développement scientifique au modèle occidental, pourquoi l'Occident a pu pouvoir se développer scientifiquement, c'est parce qu'ils ont en première lieu garanti les besoins fondamentaux. Un ventre vide, la pointe d'oreille. Mais ce qui est étrange et malade, c'est avoir un ventre vide en Afrique. L'Afrique noire, bien sûr, je parle de l'Afrique noire où les pluies tombent toutes les saisons, la fertilité est au top. Et je ne vais même pas parler des ressources du sous-sol, je parle juste du point de vue alimentaire parce qu'il s'agit de remplir les ventres pour permettre aux personnes de pouvoir penser et se cogiter les futurs et pouvoir se lancer dans la recherche, dans l'évolution scientifique. On ne peut pas tout simplement avoir une Afrique sans alimentation, parce que nous ne sommes pas en Occident. Cela est fait pourquoi? Parce qu'il n'y a pas conscience. Chaque communauté doit pouvoir être indépendante. Chaque communauté doit pouvoir être en mesure de garantir les ressources alimentaires aux membres de la communauté. Chaque communauté doit pouvoir se tracer un territoire, délimiter un territoire, et dans ce territoire, définir ce qui s'y trouve. Les terres cultivables, à quelle quantité? En premier lieu, combien de personnes se trouvent dans la communauté? Combien de familles? Et toujours dans la communauté, quel est le pourcentage des jeunes, des vieilles? Okay? Quel est le pourcentage des enfants composant cette communauté? Quelle disponibilité des terres cultivables avez-vous? Quelle disponibilité d'eau potable avez-vous? Dans les cas, il n'y aurait pas, quelles sont les choses qui peuvent être mises ensemble pour créer un système d'eau potable qui ne soit pas celui de la régie des eaux? Comment organiser l'instruction qui permette à des enfants non à étudier ABC ou je ne sais moi à étudier Charlemagne, mais à comprendre leur territoire, à comprendre la géographie des territoires, à comprendre quels sont les éléments nutritifs qu'ils trouvent dans son territoire, à comprendre ce que son territoire produit en termes alimentaires, en termes aussi d'animaux, ainsi de suite. Comprendre son territoire, c'est ça la richesse. C'est ça la richesse. Et c'est ça même la culture. Parce qu'aujourd'hui, du point de vue africain, la culture, c'est de la musique. Pas du tout. La culture, c'est la compréhension directe du territoire en termes économiques, sociaux et industriels. C'est de ça que nous devons nous assurer. Une fois que cela est assuré, nous pouvons nous lancer vers d'autres choses. Mais les bases doivent être créées. Les bases doivent pouvoir être créées. Sans ces bases, nous ne sommes nulle part. Sans ces bases, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir survivre. Et les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui nous ont été imposées justement pour arriver à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Une pauvreté des faits. Une pauvreté due à une présence d'ignorance élevée. Je ne vais pas ici blesser les sensibilités. Quand je parle d'ignorance, je parle de non-compréhension, du manque de culture. La culture, c'est comprendre ce que l'on est et comprendre les territoires où l'on est. Posez-vous la question, que connaissez-vous de votre propre environnement? La terre sur laquelle vous avez construit votre maison est-il terre fertile? À quel degré? Comment mesure-t-on la fertilité d'une terre? Combien de terres cultivables avez-vous dans votre quartier, dans votre zone? Où devons-nous urbaniser, c'est-à-dire construire les maisons? Comment pouvons-nous éviter les problèmes d'inondation? Comment pouvons-nous canaliser les déchets alimentaires? Comment pouvons-nous gérer les problèmes des poubelles? Comment pouvons-nous recycler en termes d'usage à long terme tout ce que nous utilisons? Tout ceci sont des problèmes auxquels nous devons répondre communautairement. Quand ces éléments manquent, on a une pauvreté, mais pas une vraie pauvreté.
une pauvreté hybride. Une pauvreté qui fait mal parce que elle est faite d'ignorance et l'ignorance coûte très cher. Eh bien, chers frères et sœurs, je vais m'arrêter ici pour ce soir, en espérant vous avoir bien entretenu. J'aimerais ici, tout en étant très bien calme, vous rappeler qu'on est dans une phase de grande urgence. Un grand danger se lève devant nos yeux. Nous courons les risques de devenir, dans 10 ans, un peuple ou une race sans terre. Une race ou un peuple sans terre. Pourquoi? Parce que nos terres ont été vendues et nous avons perdu toute propriété. Nous devons ouvrir nos yeux aux étrangers qui arrivent chaque jour dans nos pays et en deviennent des maîtres. Nous ne pouvons absolument pas les permettre. Oui, il y a un problème de gouvernement. Mais le gouvernement a souveraineté du moment où le peuple lui vote. Du moment où il n'a pas été voté, il ne s'agit pas d'un gouvernement souverain, il s'agit d'un gouvernement usurpateur, il s'agit d'un gouvernement d'occupation. Et tous les actes, tous les accords signés par un gouvernement d'occupation cessent avec elle. Le peuple doit être éduqué. Le peuple doit être éduqué non sur l'éduqué comme on le dit du point de vue général. Mais le peuple doit apprendre à comprendre et être à même de défendre ses intérêts. En premier lieu local et en deuxième lieu national. Ceci est une condition fondamentale pour le développement. Pour le développement, il faut des bases. Et ici, nous avons les fondements des bases. Je vous remercie. J'espère que vous m'avez... Je m'excuse si peut-être j'ai blessé certaines sensibilités. Ceci n'était pas le cas. D'une certaine manière, ceci est ma contribution au problème. Je ne m'attends pas que cette contribution soit exclusive. Elle aborde les problèmes d'une certaine manière. Tout en comme je vous invite, frères et sœurs, d'aborder aussi les mêmes problèmes du point de vue de votre compréhension et selon votre niveau de conscience. Mon discours ne se veut pas d'atteindre ou d'attaquer quelqu'un d'autre, mais est un discours complémentaire. Et donc, je m'attends de votre côté, chers frères et sœurs, de ne pas chercher à me contredire personnellement, mais plutôt peut-être à donner des critiques où vous pensez que je n'ai pas bien défini, ou disons, ou là où j'ai des lacunes. Ceci est ma contribution. Pour ceux qui veulent me soutenir, vous pouvez toujours vous souscrire dans ma chaîne YouTube, Kinkelo Amazulu. Vous pouvez continuer à lire mes articles sur kinkeloamazulu.com. Et Kinkelo Amazulu est, disons, les fondateurs du mouvement MANA, mouvement anti-nazi africain. Nous aurons la possibilité de comprendre en réalité en quoi le nazisme, disons, on dit, est important en réalité à comprendre. Nous avons une présence nazie extrême en Afrique, en République démocratique du Congo, que nous ne comprenons pas. Et c'est un problème essentiel qu'il faut en tout cas comprendre, pour comprendre où est-ce que nous sommes en train d'aller, quels sont les risques que nous pouvons nous retrouver demain. Le mouvement MANA, c'est un mouvement d'éveil de conscience, ce n'est pas un mouvement, nous sommes complètement apolitiques dans le sens, nous ne pratiquons pas une politique de gouvernement, mais plutôt une politique de représentation. Nous représentons quoi? Nous représentons l'intérêt des Africains. Nous ne représentons pas les Africains en tant que politiciens, mais en tant que politiciens selon la doctrine, mais en tant qu'intérêt. Et ceci dit, frères, chers et sœurs, je vous remercie. J'entends vos commentaires, vos idées, vos suggestions. Bonne soirée à tous.